Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, on aime analyser, discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler du sens de la fête du duo Toledano-Nakache avec, évidemment, Jean-Pierre Bacri. Je suis Daniel Andreev et autour de cette table, j'ai mon sauce Max Besnard. Salut de Daniel. Et mon poteau Vincent Manilev. Coucou. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, on partage. Ouais. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. On garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, c'est sobre et agréable. S'il vous plaît. Attendez, il me fait peur, lui, là. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Allez, vas-y. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. Sens de la fête, le dernier de Toledano-Nakache. Et on peut le dire, à chaque fois qu'il y a un Toledano-Nakache maintenant, c'est un événement en fait. Il y a vraiment un truc qui se passe autour de ce film. Le précédent était un peu plus, pas audacieux, mais plutôt un peu plus compliqué puisque il y avait Samba. Mais du coup on les attend, tout le monde les attend à cause d'Intouchable. Il y a toujours le spectre d'Intouchable. Et là ils ont fait cette rencontre qui est de réutiliser le très utilisé Jean-Pierre Bacri, disons le trublion de la comédie française, le mec qui sait jouer le mec jamais content. Et du coup, alors si t'es le client de Bacri, écoute, c'est délectable parce que c'est vraiment du Bacri porn. T'en as pour ton argent quoi. Il fait la gueule pendant tout le film et en même temps il sait se rendre sympathique. Alors j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Vincent, lance-toi. Alors moi j'ai vu Bacri sourire à un moment, ça sur 2 frames, ça se voit, mais il esquisse un sourire à la toute fin. Enfin, faut rester vraiment jusqu'à la fin et je vous promets, vous allez voir. C'est après le générique de fin. C'est ça. Parce qu'un film Marvel, il fait le trailer du 2. Non, c'est ça. Non, moi, j'ai beaucoup aimé le rythme, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps mort. La façon dont c'est tourné de manière rapide avec la caméra à l'épaule, la musique qui accompagne bien le mouvement, puis les dialogues, les échanges, voilà, les estocades un peu permanentes qu'il y a entre les personnages. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et même si c'est vrai que le film dure presque 2 heures, je trouve que ça passe plutôt bien et c'est agréable et chaque personnage secondaire a du temps pour lui, a le temps de développer son personnage et son type d'humour en fait. Donc, Et toi Max, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, toi t'es pas un Bacri sexuel. Moi je suis totalement allergique à Bacri. Putain mais qu'est-ce que tu fais à cette table? Qu'est-ce que je fais? tu veux avoir que des gens qui abondent dans le sens de Bacri. Et en plus il y a plein d'autres acteurs donc tu peux... Exactement, il y en a des très très bien d'ailleurs dans les seconds rôles, il y en a des assez fabuleux. Donc non, moi je suis pas client Bacri plus que ça, j'avoue. Cela étant, je suis totalement d'accord avec Vincent sur le fait que bah oui, ça dure 2 heures, mais c'est très bien rythmé, c'est superbement bien réalisé. C'est franchement dans le haut du panier pour la comédie française. Après, c'est un petit peu compliqué parce que comme j'accroche pas au personnage principal. Et c'est lui le hub de toutes les histoires. Il fait le lien entre tout le monde. Je vais être tout à fait honnête, il n'y a pas une seule fois où lui m'a fait ne serait-ce que sourire. Mais j'ai merde, même quand il se bat contre à faire des smileys sur son téléphone. Je trouve ça ridicule. Alors je radote, mais c'est des emojis. Il y a une erreur dans le dialogue. Voilà, il parle des petites bestioles jaunes, mais voilà, faut dire emoji. Enfin, je suis désolé, mais moi soyons j'ai failli quitter la salle à ce moment-là. Mais voilà, je préfère être honnête là-dessus. Mais voilà, ça marche sur pas mal de running gags qui sont, je trouve, un peu lourdeaux. Ça force un peu, et en revanche, il y a des moments de fulgurance dans certains seconds rôles, notamment celui du prof dépressif. Qui est joué par Vincent Macaigne. Voilà, qui est
extra. Ouais, qui est vraiment extra. J'ai surkiffé aussi le petit stagiaire du photographe incarné par Jean-Paul Rouve, donc petit stagiaire de 3e que j'ai trouvé super Qui drôle. fait très bien le stagiaire de 3e. Et qu'on surnomme le plumeau, comme avait été surnommé un autre personnage dans Intouchable. Donc je pense que là il y a peut-être un univers qui se met en place. Je crois qu'il y a un Toledano Nakash Cinematic Universe qui est en train de s'inventer. J'attends un 3e film pour me prononcer, mais je pense que j'ai hâte qu'Omercy débarque à la fois dans Samba et à la fois dans Intouchable. Le TNCU, génial. Et il faut le dire, je trouve que c'est important, c'est vraiment, en termes de réalisation, c'est ce qui se fait de mieux, même, j'allais dire, dans la comédie française, mais même dans le cinéma français, la réalisation, l'ambition de faire un objet filmique est sensible à tous les plans. Tu sens qu'ils se sont posés plein de questions sur la manière d'avoir le déroulement de... J'allais dire, c'est pas à bras ouverts, mais c'est pas mal, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les plans sont travaillés. Tu vois les mouvements de caméra, tu vois que à chaque fois, à chaque scène, elle se déplace dans le château où ça se passe. C'est extrêmement réfléchi, c'est extrêmement travaillé, c'est un niveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, ça permet à des personnages qui, d'habitude, des acteurs... Je vais vous dire un truc, Gilles Lelouch, c'est pas ma cam. Bah tu m'étonnes. Gilles Lelouch, mais par contre, dès que tu utilises Gilles Lelouch dans le rôle du connard prétentieux beauf, il est génial. Et là, il est fabuleux, quoi. Dès qu'il fait ce rôle-là, c'est le rôle de sa life. Il a pas besoin il improvise pas, il le fait super bien. Vraiment, il est parfait dans celui-là. Je pense à même des acteurs un peu plus modestes comme Benjamin Laverne, qui est un peu la nouvelle génération qu'on avait vu dans Rupture pour tous, qui est insupportable. Et dans Radio Star, qui joue Smithers et qui est très très bon. C'est aussi. vrai que c'était lui. Lui, il est parfait en rôle de l'époux dégueulasse. Pince sans rire, passif agressif. Il y a vraiment, et c'est ça qui est intéressant à mon avis dans ce film, c'est que il y a vraiment plusieurs univers qui se rencontrent et qui s'entrechoquent en fait. Jean-Paul Rouve qui joue pas du tout dans le même registre que Gilles Lelouch, alors qu'il joue aussi un lourdeau. Vincent Macaigne, Hélène Vincent qui se fait pécho par Jean-Paul Rouve, il faut quand même le dire. Oh, le spoil. Je suis désolé, mais moi, je pense que ça peut donner aux gens envie d'aller le voir. Toi, tu te situes à quel personnage qui t'a marqué, toi, Vincent? Tu parlais de Benjamin Laverne. Effectivement, moi, j'avais l'impression que même c'était une suite de Radio Star, parce qu'à la fin de Radio Star, donc le personnage de Smithers se révèle complètement et s'affirme. Et j'ai l'impression que là, c'est sa forme finale. Ouais, c'est sa forme, son évolution Pokémon finale. Et en gros, où il fait l'inverse, c'est-à-dire l'homme trop sûr de lui, trop sûr de son talent, dégueulasse, etc. Il y avait ça, Vincent Macaigne aussi, etc., qui développe un registre vraiment très intéressant. Et effectivement, ce que tu disais sur la rencontre de différents univers, c'est-à-dire que le début du film, chacun pose son type d'humour, son type de répartie, et qu'au final, après, tout se juxtapose, s'entrechoque, et Bakri, joue, même des fois reprend un type de vanne fait par un autre personnage, se l'approprie, il fait le relais entre ces univers-là, et moi je trouve ça vraiment très intéressant et ça fonctionne vraiment bien. Il y a un bon équilibre entre tout ça. On va s'écouter des petites vannes. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je vais vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau de la pochée dans la cuisine. Comment? Ah pardon. Samy, t'es sûr de toi là pour les feux d'artifice? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit on se coordonne. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Quel moment magnifique. Les gars là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même.
Moi, je suis désolé, Bakri, il me fait toujours rire. Mais maintenant qu'on a rendu hommage à cette espèce de melting pot qu'ils ont réussi à faire, puisque vraiment, il fallait mettre autant de styles différents. Aussi des petits jeunes. On a parlé de Laverne, mais il y a aussi William Leibgill, Kevin Azais, et qui sont pas tous développés, hein, ces personnages. Il faut le dire, c'est vraiment Bakri qui est le centre. Et justement, on va revenir à cette question et le fait que d'ailleurs tu l'aimes pas, Bakri, Max. Il est le PDG. Il est le PDG d'une entreprise. Il est au-dessus. Tout le monde l'aime. Il a solution à tout. Et il y a un petit côté humour de droite en fait, qui est un peu déplaisant. C'est-à-dire, c'est un déluge de richesse qui se passe et en même temps il te fait les laïus que te fait un chef d'entreprise, c'est-à-dire oh là là, moi j'aurais bien embauché plus de gens, mais y aller. Et ça c'était un petit peu gonflant. Je sais pas si toi ça t'a gonflé ou alors ça t'a excité justement dans ton anti-bacrisme. Cette question qui tue. Vas-y Max, débrouille-toi. Je sais pas, non, je me suis franchement pas posé cette question en ces termes. Moi j'ai absolument pas vu le sous-texte politique dont tu parles, mais non, après c'est là, encore une fois je me suis surtout focalisé sur les personnages secondaires. Moi, ce qui m'a juste peut-être plus dérangé, en tout cas dans ce film, c'est qu'à mon sens, il raconte finalement pas grand-chose, ou en tout cas, il raconte l'histoire d'un personnage qui m'est relativement pas spécialement sympathique. Effectivement, chef d'entreprise qui est... Toi, tu dis qu'il est aimé par tous ses employés. Je crois qu'il est plutôt craint que mais à tel point aimé. Il renonce à reprendre sa liberté et il se dit... je repique en fait, c'est ça son message dans le film. Mais... Oui, c'est ça. Et puis surtout, tout le monde l'utilise finalement, et c'est quelqu'un d'assez. Parce qu'il est gentil. Ouais, il est gentil. Puis en même temps, il est cynique. En même temps, voilà. Mais c'est pas forcément, pour moi là encore, le fil conducteur est pas transcendant. Et toi, Vincent, est-ce que tu t'es posé la question de cet écosystème Bakri? Alors moi, je suis allé avec une grille de lecture légèrement différente, puisque j'avais entendu mon camarade David Honora, que je salue, dire que c'était une bonne petite comédie de droite. Ah bah tu vois, c'est pas un hasard quoi. Voilà, non mais c'est ça. Après, est-ce que sans avoir ça en tête, j'aurais tilté au moment où il fait justement, Bakri fait son discours sur voilà, effectivement le fait qu'il peut pas engager des personnes parce que la loi c'est pas bien fait, etc. Puis à la fin il dit oui à ses employés, je sais que vous aimez pas les patrons, etc. Mais voilà, et pourtant tout en gardant la figure d'autorité et la figure de la personne qui va amener les solutions à chaque fois, sauf voilà un moment important. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, si on calque, il y a deux scènes importantes pour Bakri là-dessus, sur ce sous-texte politique. Effectivement, ça peut être un peu gênant, mais comme lui a un côté un peu loser, etc., je trouve que c'est pas trop grave, dans le sens où c'est un peu contrebalancé par voilà, cette espèce de personnage qui au final est très seul et qui est pas beaucoup aimé par les gens, quoi. Enfin, qui finit quand même par gagner absolument tout. Et repêche sa meuf. Voilà, bon, la fin, oui, c'est vrai que sa maîtresse. La fin, peut-être ça rechute dans un cliché de comédie française très classique. Au final, moi j'aurais, voilà, il y a certaines choses, certains choix scénaristiques dans la scène finale que j'aurais pas fait. Mais juste pour, pas fait, j'ai pas la prétention de faire un film, mais... pour régler la réflexion, il y a un personnage ou plusieurs personnages qui me paraissent importants dans le film, c'est les Pakistanais, c'est ceux qui font la plonge, ceux qui font les petits tafs et qui disent presque rien. Ils sont sous-titrés parce qu'ils parlent entre eux, ils disent des vannes un peu de temps en temps, des vannes sur les Français. C'est les plus lucides en fait. C'est les plus lucides. C'est ceux, à un moment, ils reprennent leur job d'antan, c'est-à-dire ils redeviennent musiciens dans une scène qui se veut un peu aérienne, c'est-à-dire finalement what comes around goes around, c'est-à-dire voilà, on retourne sur ses pieds, tout rentre dans l'ordre avec une espèce de magie un petit peu surfaite. Et du coup, c'est le problème de ces Pakistanais, c'est qu'ils reviennent, ils redeviennent des plongeurs, enfin des petites mains. C'est vraiment le stade 1. Alors moi, je suis content qu'on en voit, en fait. J'adore qu'on montre des minorités à l'écran, mais ils redeviennent le stade 1. Et en plus, il dit une phrase du genre, ouais, mais c'est comme ça que tu veux t'intégrer. Enfin, il lance ça à son camarade.
ça m'a un chouïa dérangé. Alors, est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est parce que l'observation que ça nous renvoie est moche, ou est-ce que c'est simplement parce que le film m'a un peu agacé à la fin? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Max? J'allais dire, il y a aussi dans le même esprit une scène qui m'a un petit peu dérangé vers la fin, qui est ce moment où il a son offre de rachat dans les mains, qui se dit bon voilà, ça, de toute façon c'était le dernier mariage pour moi, je vais m'arrêter là. Et t'as l'impression qu'il confie les clés à son adjointe, donc Adaël Aïdara, qui est très très bien dans son rôle. Hein. Qui est très bien, à qui on demande, à mon avis, on a demandé un peu trop d'hystérie. On lui demande de faire le rôle d'Omar Sy dans Intouchable presque. Ouais, enfin avec beaucoup de rôles de violence qui fonctionnent, je trouve, pas toujours, mais peu importe. En tout cas, elle est vraiment brillante, je trouve. Et donc, t'as l'impression qu'il va lui confier les clés. Tu te dis bon bah voilà, ça y est, il s'est assagi, il va tourner la page, il va continuer sa petite vie, pourquoi pas prendre sa retraite. Et en fait non, ça s'arrête là. Il leur dit bon bah voilà, c'est elle que vous écoutez maintenant. Mais enfin bon, il jette pas son enveloppe et puis on se voit mardi. Donc je sais pas, ça m'a un peu perturbé ce passage. Parce que c'est ça le monde de l'entreprise. Ouais, peut-être. Ça reste quand même assez. C'est ça quand tu balisé. Que des contrats aidés. Ça reste balisé et quand tu tiens une entreprise. Sûrement. Non, mais tout ça pour dire que j'aurais bien envie de voir un spin-off sur certains personnages. Tu parlais des Pakistanais, mais ouais, Vincent Macaigne, il est monstrueux. J'ai adoré son rôle et je me dis une comédie autour de ce personnage, ça m'aurait peut-être beaucoup plus parlé parce que c'est peut-être plus terre à terre, un modèle que je connais mieux. Je sais pas. Puisque t'es lancé, combien tu mets? Alors, on va dire allez, 5 €. Je pense que c'est raisonnable. Je sais pas si ça se trouve des tickets à 5 €, je dois pouvoir trouver sur des offres regroupées ou je ne sais quoi. Dans le Val d'Oise, il y a un cinéma qui s'appelle Utopia. On marche très bien, c'est pas cher. Non, voilà, allez, 5 € c'est très bien et c'est amplement mérité. Et toi, Vincent? Moi, je mettrais, je sais pas, 6,50 si c'est un film qu'on va voir un samedi soir. Voilà, pour se détendre. Je trouve que c'est un bon film de samedi soir. Voilà, agréable. On en ressort plutôt content. Voilà. Et alors, pour le prochain samedi soir, qu'est-ce que tu recommanderais comme une... Allez, balance un film. Alors, je sais que Gilles Lelouch est pas en odeur de sainteté ici. Voilà. Non, quand il joue les lourdeaux, il est très bien. Voilà, alors justement... il en joue beaucoup souvent. Voilà. Mais ça dépend du lourdeau. Si c'est un lourdeau attachant, ça va. Et donc, justement, il y a un autre film avec lui, il joue un lourdeau attachant. Et en plus, il a une petite teinture blonde au niveau des cheveux. C'est dans Ma vie en l'air. C'était un film qui a quelques années, c'était avec Vincent Elbaz. Voilà, je crois que toi tu l'aimes pas trop ce film. Non, je sais pas trop. Ouais. Et puis en plus c'est vraiment un film de lourdeau avec vraiment deux lourdeaux. Voilà, mais je sais pas, mais peut-être c'est parce que je l'ai vu beaucoup plus jeune et que j'ai pas eu le regard critique que je pourrais avoir aujourd'hui. Moi c'était un bon rapport que j'avais avec la comédie française pour le coup. Vincent Elbaz que j'aime beaucoup comme acteur, voilà, qui joue ce formateur pour des pilotes d'avion, qui est un peu embarrassé par son coloc, voilà, Gilles Lelouch, qui est vraiment lourdeau, etc. Je sais pas, il y avait quelque chose d'attachant, et pour le coup, voilà, Marion Cotillard qui joue dedans aussi, c'était un de ses premiers rôles aussi, enfin, il me semble. Non, elle a fait quand même beaucoup d'autres films. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'était avant sa carrière décolle complètement, et c'était avant La Môme et tout. Non. Oui, c'était avant La Môme, mais tu peux pas renier la carrière de Marion Cotillard après Taxi 1. Non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même là, je trouve qu'elle avait un truc comique intéressant, voilà. Enfin, moi, ce que je veux dire, j'avais un souvenir agréable de ce film-là et de Gilles Lelouch, pour le coup. Donc, avoir un souvenir agréable de Gilles Lelouch, je pense que ça vaut le coup de t'explorer. Sors-moi autre chose que j'ai lu, s'il te plaît, Max. Ça va être difficile de sortir du Bacri en ce qui me concerne. J'aurais pu citer éventuellement Subway, qui était le premier rôle de Bacri que j'ai vu au cinéma, mais c'est pas une comédie, et puis ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast dans un autre univers un jour. En revanche, je vais pas citer une comédie française, mais une comédie espagnole, Rec 3, Genesis. Je sais, c'est censé être un film d'épouvante, mais c'est aussi une comédie. C'est une comédie vraiment dans l'esprit de Evil Dead 3, ce genre de choses complètement barrées, et ça se passe dans un mariage. C'est pour ça que j'en parle. L'actrice principale, alors je sais plus comment elle s'appelle, Laetitia, je sais plus. Bref, elle porte littéralement le film sur ses épaules. Elle est fabuleuse. La réalisation est démente. C'est un film qui a mourir de rire, qui s'est complètement gaufré au box-office. Personne n'a aimé ce film. J'ai l'impression que pas grand monde l'a vu en plus. Moi, je le trouve absolument génial, donc je vous le recommande très très fort. On a buena película.
Una muy buena película. Et moi je continue plutôt sur la Bakri-exploitation. Alors évidemment je pourrais dire Le Goût des autres, qui est quand même je pense son meilleur film à tout jamais. C'est celui où on voit vraiment un arc narratif où il évolue, c'est-à-dire il passe du bonnet au grincheux à quelqu'un de positif. Il y a vraiment un truc incroyable qui se passe dans ce film. J'adore ce film et en plus il me fait hurler de rire, même si c'est pas le but premier du film. C'est à tout jamais le meilleur film de Agnès Jaoui. Voilà, depuis elle fait toujours un peu le même film mais en moins bien, c'est dommage. Et alors je vais m'attarder plutôt à la vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc, lui aussi une autre grande star de la comédie, on se souvient du nom des gens, et celui-là il s'est vautré comme c'est pas permis. Il a fait moins de 100 000 entrées. Et c'est donc la vie privée de Monsieur Sim, où Bakri joue ce fameux Monsieur Sim. Et il joue un mec chiant, mais tellement chiant que la première scène, il y a son voisin qui meurt d'ennui dans l'avion. Et il joue un mec chiant, vraiment chiant dans la vie. Il est hilarant en mec chiant. Et il tombe en dépression à force de parler avec son GPS. Voilà. Si tu aimes Bakri, c'est une autre facette de son talent. Il joue pas que le mec grincheux, il joue le mec odieusement chiant, c'est un crime à ce niveau-là. Et du coup, le film est passionnant en fait, puisque en fait il y a un twist. C'est un film à twist avec Bakri, donc c'est assez rare. Donc voilà, je vous recommande La vie très privée de Monsieur Sim, qui est complètement passé inaperçu malheureusement, mais qui est vraiment qui vaut le coup quand même. Merci à DJ Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast et aussi bien sûr sur SoundCloud. Merci de vous amener, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. On vous conseille quand même d'aller voir des comédies parce que on aime ça, c'est vrai. Et à la fin, on dit en plus le prix que ça coûte. Hein, donc voilà, on rembourse pas. On vous donne rendez-vous pour une autre comédie la semaine prochaine et on vous dit à bientôt. Ciao. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.